Bien le bonjour tout le monde. J'ai un retour de moniteur puissant. Je m'entends comme si je pourrais vous en chanter une avec ce moniteur-là. Mais bon, on va y aller. Alors bien le bonjour tout le monde. Écoutez, je crois qu'on est dans le drame shakespearien acte 3 sur le retour du Parlement parce que le 25 mai est une date à laquelle il y aurait prolongation des règles spéciales ou pas. Puis on n'est pas contre la prolongation des règles spéciales. On n'a pas fait de séance collective d'autoflagellation ni rien du genre. On est plutôt pour quelque chose qui fonctionne relativement bien à un énorme détail près. Et l'énorme détail près est celui-ci. Le Parlement a confié au gouvernement de Justin Trudeau des pouvoirs exceptionnels et, par échange de bons procédés, on s'entendait. On s'est entendu sur deux choses très claires. Une fois dans une motion pour laquelle le gouvernement lui-même a voté, et la motion disait que le gouvernement allait mettre en place, c'était une condition pour la mise en place du programme de subvention salariale qui est prolongé maintenant, le gouvernement allait mettre en place des mesures non remboursables de soutien aux frais fixes des entreprises. Il a mis en place avec les provinces un programme de soutien au loyer extrêmement restrictif, parlé aux différents milieux économiques à travers le Québec et le Canada, je présume, vous allez vous faire dire que ça ne sert pas à grand monde. Et pour le milieu hôtelier, pour le milieu touristique souvent, pour un grand nombre d'endroits, pour la toute petite entreprise, quand quelqu'un ne paye pas de loyer d'emblée, évidemment, ce programme-là est d'une absolue inutilité. Ça n'est pas du tout à la hauteur de l'engagement qui avait été pris par le gouvernement et en toute logique, on demande que le gouvernement respecte sa propre parole qu'il s'est donnée à lui-même. Le deuxième cas date du 29 avril, parce que le 29 avril, on avait fait un procédé qui visait à accélérer la démarche. On avait écrit une question, puis le gouvernement avait écrit une réponse, puis on s'était montré notre question puis notre réponse. On s'était planté une question. Puis la question disait, il faut que vous mettiez en place des mesures d'incitation à l'emploi, parce que les gens veulent travailler, sauf qu'après 1 000 $ gagnés, ils perdent la prestation canadienne d'urgence, ce qui a, à sa face même, aucun bon sens. Alors, il faut que plus on travaille, plus il nous en reste. Et la ministre avait répondu, les deux premiers mots, c'était « oui, évidemment ». Et ça n'a pas été fait. Non seulement ça n'a pas été fait, mais on a bien compris la semaine dernière qu'il n'y avait même plus l'intention que ce soit fait. Donc, à deux reprises, le gouvernement n'a pas respecté sa parole en matière de programme et de mesures des engagements qu'il a pris. Alors, évidemment, si le gouvernement demande des pouvoirs spéciaux et qu'il ne respecte pas sa parole dans la mise en œuvre des pouvoirs spéciaux, pourquoi est-ce qu'on prolongerait les pouvoirs spéciaux? En toute logique, ça ne se tient pas. Alors, avant même d'ouvrir une discussion avec le gouvernement, et il en a été informé vendredi, le Bloc québécois a dit « Commencez pas par nous dire que vous allez respecter votre parole. Ça, respecter votre parole, de respecter votre parole, vous avez déjà montré que vous ne le faites pas. Alors, dites-nous ce que vont être les programmes auxquels vous vous êtes engagés, le quand et le combien, puis le comment. Il y a un des cas où ça date de 5 semaines, là, quand même. L'autre cas date de 3 semaines. Il devrait être prêt à nous dire « Voici comment ça marcherait ». Vous avez encore 6 jours pour nous dire ça, parce qu'à défaut d'une mise en œuvre de vos propres engagements, nous, on ne fera plus confiance suffisamment à ce gouvernement pour lui conférer des pouvoirs particuliers. Il y a aussi d'autres considérations qui, une fois qu'on aura ouvert une conversation, parce qu'on aura en main les mesures promises par le gouvernement aux Québécoises et aux Québécois et aux entreprises du Québec et du Canada, il y a quelques questions. La première est assez importante, même si elle n'en a pas l'air. Tous les partis ont pris un engagement qu'on allait être 32 dans le Parlement. Fait que le Bloc était 3 personnes, le NPD 3, ils respectent ça, il y a une personne du Parti vert. Les libéraux sont supposés être 14, en général sont 14, 15, des fois 16. Pas dans bâtisse, assis en chambre. Et le parti de Andrew Scheer et ses amis, je les ai comptés mercredi passé, ils étaient 18 en même temps assis dans le Parlement au lieu de 11. Alors, en principe, c'était une mesure de distanciation visant à assurer à la fois l'équilibre et la sécurité. C'est pas respecté. Donc, on dit que nous autres, on va respecter ça, puis ça devrait être facile à arranger, juste respecter ça, puis ça va bien aller. La deuxième chose, le gouvernement, à chaque fois qu'on dépose la motion, dit que les journées
traités comme un comité, ne sont pas considérés comme des journées siégées. Et donc, il faut reprendre ces journées-là. Bien, rendu à la fin juin, on va être à quelque chose comme au-delà de 40 journées qui auraient dû être siégées et qui n'auront pas été siégées. Est-ce qu'on peut connaître l'intention du gouvernement quant à la reprise des journées qui doivent être siégées et qui ne l'ont pas été? Juste nous dire ce qu'est l'intention. Le troisième élément, il va de soi. Le gouvernement dit, écoutez, on ne peut pas vous faire un portrait de la situation économique, ça bouge trop. Bon, alors écoutez, c'est soit faux, soit irresponsable, soit incompétent. Puis quand on fait des recherches sur les sites Internet du gouvernement, on découvre la totalité des sommes qui ont été engagées par le gouvernement. Je dis bien engagées, pas dépensées, il y a une différence. Et le gouvernement doit donc nous faire une mise à jour économique. Et pourquoi est-ce qu'il doit le faire? Et pourquoi est-ce qu'il doit le faire dès juin? Et nous dire tout de suite la date en juin, c'est quoi? Il doit le faire parce qu'après ça, il faudra entreprendre la démarche de reprise économique. On va sortir de l'urgence au gré du déconfinement, puis on va entreprendre la démarche de reprise économique en pleine période d'ailleurs où les industries saisonnières vont être soit éteintes, soit dans le feu de l'action. Alors on a besoin, en toute logique, d'une mise à jour économique à une date qui devra nous être annoncée au mois de juin. C'est dans l'ordre des choses. Et la dernière chose, c'est concernant la mesure qui a été annoncée la semaine dernière pour les aînés. Il y a 4 questions très rudimentaires qu'on a posées, à laquelle on n'a pas eu de réponse. J'assume que ce n'est pas un gros enjeu pour le gouvernement de juste répondre à 4 questions. La période de 3 mois, elle commence quand, puis elle finit quand? Normalement, en toute logique, en vertu des autres programmes, elle commencerait au milieu du mois de mars. Donc, la première période de 3 mois d'augmentation de la pension finirait au milieu du mois de juin. Or, il est très clair que les aînés ne seront pas déconfinés et seront encore l'objet de distanciation au milieu du mois de juin. Donc, elle commence quand et elle finit quand cette période-là? Et pour nous, ce serait les 3 mois qui vont se finir au début du mois de juin, comme dans les autres programmes. Et comme dans les autres programmes aussi, il faut que ce soit prolongé. Tant et aussi longtemps que les aînés sont objets de mesures de distanciation, l'augmentation de la pension vieillesse et du supplément de revenu garanti doivent s'appliquer. C'est le gros bon sens même. On veut une confirmation de ça. Le troisième élément, c'est est-ce que le gouvernement peut nous confirmer, hors de tout doute, confirmer, parce qu'il y a eu des discussions là-dessus, que l'augmentation du revenu des aînés par la pension de vieillesse, qui pourrait se prolonger, peut faire en sorte que ces personnes-là soient pénalisées pour le supplément de revenu garanti à partir de 2021, compte tenu de l'augmentation de leurs revenus. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. On veut avoir une confirmation à cet effet-là. Et l'autre, c'est à quel moment est-ce que les chèques vont être envoyés. Vous savez, quand on est dans une période de crise dont le creux va durer 3 mois, puis qu'on dit on va peut-être vous envoyer des chèques dans 8 semaines, ça n'a aucun sens. De la même manière que le gouvernement compte le faire pour l'allocation pour les enfants, le gouvernement devrait simplement ajouter la somme à la pension de vieillesse régulière que les gens reçoivent. Et ils vont comprendre qu'il s'agit à ce moment-là d'une augmentation de la pension vieillesse parce que ça a été lamentablement mal communiqué la semaine dernière. Donc, ce sont les 4 questions auxquelles on veut avoir une réponse. C'est simple, là, juste répondre. On n'a rien de bien compliqué. Respectez votre parole, répondez à des questions normales. Puis nous autres, on pense encore que le fonctionnement du Parlement tel qu'il opère depuis un mois est quelque chose qui peut encore se rendre jusqu'à la fin du mois de juin. Encore une fois, notre seul critère, c'est est-ce que c'est bon pour le Québec ou est-ce que c'est pas bon pour le Québec? Un gouvernement qui ne répond pas aux questions et qui ne respecte pas sa parole alors qu'il demande d'avoir des pouvoirs exceptionnels pour gérer la crise, ce n'est pas bon pour le Québec. Voilà. Nous allons maintenant passer à la période de questions. On va commencer avec 3 questions au téléphone. Opérateur, est-ce que nous avons une première question? Merci. Thank you. Please press star 1 at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. La première question, the first question, est de Hélène Buzetti, Le Devoir. Oui, bonjour, Monsieur Blanchet. Vous avez parlé de journées qui devront être reprises, de journées de Parlement. Je voulais savoir quelle était votre position. Vous voulez connaître les intentions du gouvernement, mais vous, qu'est-ce que vous suggérez? Devrait-on, par exemple, siéger cet été? Je n'imagine aucun scénario dans lequel on pourrait vraiment reprendre 8 ou 9 semaines de Parlement. C'est à sa face même, c'est pas réaliste.
Je crois donc de commencer à siéger quelque part au mois d'août, avec une semaine de pause entre cette période-là et la reprise qui serait normale au 21 septembre, aurait du bon sens. C'est là où je pense que tout le monde devrait en arriver, parce qu'il faut bien sûr sortir de la période la plus critique qui demande le confinement, ce qui commande plutôt le mois d'août que le mois de juin ou le mois de juillet, bien sûr. Et j'aimerais revenir à la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. Donc, une des choses que vous demandiez, là, c'est qu'il y ait une espèce de diminution graduelle là, de la prestation à mesure qu'on augmente nos gains. On n'a rien vu. Vous aviez voté en faveur du projet de loi moyennant cet engagement qu'il y ait ça. On n'a pas vu une telle chose dans la proposition du gouvernement. Vous sentez-vous floué par rapport à ça? Et qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour forcer le gouvernement à livrer la promesse que vous avez faite? C'est toujours dur de forcer un gouvernement à faire quelque chose parce qu'on aura beau dire que ce gouvernement-là est minoritaire. Le fait d'aboyer le mot minoritaire ne donne à personne la perspective de le faire tomber demain matin. Les gens s'en rappellent, nous on s'en rappelle. Mais le gouvernement a pris un engagement formel, convenu. Le phrasé de la question et de la réponse avait été discuté à l'avance. Puis la semaine dernière, ils disent, vous savez quoi? On ne respectera pas notre parole. Je trouve ça un peu ordinaire. Et la conséquence, c'est que le Parlement pourrait, ce n'est pas notre vœu, mais ce ne serait pas un drame si ça se produisait, le Parlement pourrait être appelé à reprendre un horaire régulier qui augmenterait de façon significative les obligations du gouvernement en matière de reddition de comptes, tout en gardant un minimum de députés pour des raisons sanitaires, dans le respect des règles, bien sûr, du Parlement. Opérateur, prochaine question. Merci. The next question. La prochaine question est de Émilie Bergeron, agence QMI. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Blanchet. Vous permettez-vous de faire cette sortie-là aujourd'hui et d'envisager un retour de la Chambre en personne de façon régulière, étant donné le contexte de réouverture graduelle de l'économie dans plusieurs provinces? Est-ce que vous pensez que le contexte est plus favorable? On était déjà dans une situation où on circulait à travers le Québec pour se rendre au Parlement une journée ou dans certains cas 2 journées par semaine. Donc, je pense que la différence, elle est relativement mineure, mais j'avais pas raisonné ça comme ça, mais je vous avouerai que le début du déconfinement, qui semble correspondre au début de quelque chose qui a l'air du printemps, suggère une espèce de sourire un peu plus optimiste qui nous fait dire oui, on pourrait recommencer si c'est le choix du gouvernement, parce que si le gouvernement ne veut pas recommencer selon des règles plus normales, il n'a qu'à respecter les attentes légitimes qu'on exprime. Donc, ça nous semble plus abordable. Il n'y a plus de barrière à la circulation entre Ottawa et Gatineau, d'ailleurs. Symboliquement, ça semble ouvrir avec beaucoup de prudence. Là. Je crois que les règles de distanciation que l'État québécois suggère doivent encore être appliquées, mais que dans ce cadre-là et en les respectant, on peut en effet augmenter la fréquence de travaux du Parlement si tant est que le gouvernement le souhaite en ne faisant pas ce qu'il faut faire pour l'éviter. OK. Et si je comprends bien votre position, vous émettez donc 2 conditions pour donner votre appui à reconduire le format actuel de la Chambre, c'est-à-dire respecter les engagements que vous nous avez faits. Mais là, on parle de lundi, le 25 mai, c'est lundi. Donc, quel genre d'engagement ou d'assurance vous attendez et qui va être assez ferme pour vous d'ici à lundi? En matière d'incitatif à l'emploi pour la prestation canadienne d'urgence, la normale comme celle pour les étudiants, et en matière de mesures non remboursables aux frais fixes des petites entreprises, je ne veux pas simplement que le gouvernement dise « ouais, on va regarder ça », parce que le « on va regarder ça » du gouvernement, ça vaut pas cher la douzaine. Je veux connaître le moment, le montant, et la manière de ces 2 mesures auxquelles le gouvernement s'est engagé. Pour l'instant, c'est comme si il se comptait des menteries à lui-même.
Opérateur, prochaine question. Merci. Thank you. The next question. La prochaine question. Catherine Lévesque, la presse canadienne. La parole est à vous. Oui, bonjour, M. Blanchet. J'aimerais savoir concernant le retour au Parlement, est-ce qu'on peut dire qu'Andrew Scheer s'est trouvé un allié en vous? Et la dernière fois, vous avez dit que toutes ces discussions autour d'un retour au Parlement, c'était du tatarinage. Donc, je me demandais pourquoi est-ce que c'est différent cette fois-ci? Pourquoi est-ce que la population devrait s'en préoccuper? Je pourrais tout reprendre ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Il suffirait de dire que le critère du Bloc, c'est le gouvernement demande des pouvoirs spéciaux, respecte pas sa parole par rapport à des engagements qu'il a pris face à nous et redemande les pouvoirs spéciaux. Nous autres, on veut continuer selon les règles particulières. Il faut juste que le gouvernement respecte sa parole. Pour nous, la dernière fois, c'était un enjeu de contenu et d'engagement et de ce qui est bon pour le Québec. Et c'est encore le cas. Pour le reste, vous savez, le mal d'amour des amis d'Andrew Scheer, c'est pas une considération pour le Bloc québécois de quelque façon que ce soit. Bien, et ma question suivie, c'est concernant l'aide fixe aux entreprises pendant la période de questions virtuelles. Il en a été question. Je sais que tous les partis d'opposition, du moins, semblent s'entendre sur le fait que l'aide au loyer n'est pas suffisante, qu'elle n'est pas adaptée. Je me demandais, vous vous attendez à quoi concrètement? Quel changement voulez-vous voir pour cette aide au loyer, considérant que toutes les provinces ont accepté d'aller de l'avant, incluant le Québec? Non, mais le fait que les provinces aient accepté d'aller de l'avant avec l'aide au loyer ne veut pas dire que les entreprises de ces provinces-là n'ont pas besoin d'une aide d'une autre nature qui s'y ajoute. Les frais fixes d'une entreprise sont de différentes natures. Ça va du compte d'électricité, en effet, en passant par le loyer. C'est la nourriture des animaux d'un jardin zoologique. Il y a plein d'éléments qui s'ajoutent à ça. Et je crois... Je sais que Gabrielle Sainte-Marie a fait toute une série de propositions précises à cet égard-là. Je pense que le gouvernement doit les considérer. Et la preuve qu'il doit les considérer, c'est qu'il s'était engagé à les considérer. Encore une fois, je dis au gouvernement, faites ce que vous avez dit que vous alliez faire. Vous l'êtes dit à vous autres mêmes, là. Alors, j'attends simplement les détails de ces programmes-là pour dire qu'en effet, on peut continuer à fonctionner avec le Parlement virtuel puis avec une journée par semaine, à défaut de quoi il faudra augmenter la reddition de comptes normale au sein du Parlement. Et dans ce contexte-là, on continuera à faire des propositions de bonne foi dans l'espoir d'améliorer chacun des programmes existants et on insistera de plus en plus sur le cadre de la reprise. Qu'est-ce que le gouvernement va faire une fois qu'on aura la mise à jour économique, là? Encore une fois, le gouvernement ne peut pas dire on n'est pas capable de faire une mise à jour économique. Écoutez, en 3e année B, les enfants, quand j'étais jeune, étaient capables de checker comment il y avait dans le carnet de caisse. J'imagine que le gouvernement est capable de nous faire une mise à jour économique et à partir de ce moment-là, on va envisager des mesures de reprise. Et rappelons au gouvernement que lorsqu'on va envisager les mesures de reprise, il va encore être minoritaire. Alors, il va avoir besoin de la collaboration des partis d'opposition qui doivent être dans ce contexte-ci, encore une fois, des partis de proposition. Alors, c'est ce qu'on a l'intention de faire, mais on va avoir un portrait précis. On va continuer avec des questions au téléphone. Opérateur, prochaine question. Merci. Thank you. La dernière question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous la parole. Merci. Bonjour, M. Blanchet. Voulez-vous nous expliquer un peu quelles sont vos attentes par rapport à une éventuelle aide financière fédérale pour Air Canada qui, vous le savez, licencie 20 000 employés? On va y revenir demain plus précisément, mais évidemment, il y a un problème considérable dans le fait que Air Canada se prévaut des programmes d'aide du gouvernement fédéral, alors que, contrairement à ce qui se pratique dans la plupart des autres pays occidentaux, Air Canada n'est pas obligé de rembourser les billets. C'est une honte en partant, là. La compagnie a pour 2,6 milliards de dollars de billets non remboursés, des liquidités admises de 6 milliards, des programmes d'aide qui viennent l'aider, et l'entreprise dit « Ah, écoutez, on va mettre à pied des gens de façon absolument massive. » Le gouvernement, avant d'ouvrir le coffre, doit s'assurer que les entreprises qui en bénéficient soient assujetties à des règles qui vont bel et bien être en faveur des intérêts des Québécois et des Canadiens. Je nous donne de nouveau comme exemple
puis il faudra toujours le répéter parce que c'est toujours aussi odieux, qu'il y a des entreprises qui cachent des centaines de millions de dollars dus à l'État canadien dans des paradis fiscaux, lesquels centaines de millions de dollars pourraient soutenir une augmentation permanente de la pension de vieillesse ou les autres mesures qui sont en place ou les frais fixes pour les entreprises. Et le gouvernement ne pose pas ces gestes-là comme si, lorsqu'il s'agit de soutenir les grandes entreprises aériennes, banques, pétrole, il n'y a pas de problème, on est là, mais lorsqu'il s'agit de soutenir les besoins quotidiens du vrai monde, là, on est moins sûr. Alors, je pense que le dossier Air Canada est un énorme révélateur de la véritable philosophie de ce gouvernement. Donc, si je comprends bien, vous allez présenter un plan à cet égard demain. Puis, dans la même veine, il y a un syndicat, une section locale de syndicat qui, il y a un peu plus d'une semaine, réclamait une rénationalisation complète ou partielle. Ou logez-vous là-dessus? Je vous ai échappé des bouts, mais j'ai entendu le mot nationalisation. Là, je suis en train de contrôler le frisson qui a traversé mon dos. Une idée de cette envergure-là demande une réflexion qui va au-delà d'un contexte de crise. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Je pense que l'ensemble des gens qui sont obligés de plugger le respirateur sur une entreprise qui n'en a peut-être pas besoin, mais qui aimerait bien sûr faire le maximum d'argent avec l'État, les gens ont le droit de poser des questions. Et il se peut que telle soit la conclusion de l'analyse. Maintenant, est-ce que, au moment où on a énormément de choses à considérer au quotidien, on doit entreprendre une réflexion sur un enjeu aussi important qu'une possible séquence de nationalisation? Parce que si on le fait pour Air Canada, j'imagine bien qu'il va y avoir pas mal de monde qui vont se mettre à aligner à la porte. C'est ce que conclut notre point de presse. Merci. Ce fut un plaisir, comme toujours.